suite de la vidéo précédente faite dans la foulée euh, du projet, donc effectivement de refonte de mon intranet, avec la première série de questions, on va dire, de réflexion sur le choix de la stack que je vais retenir. Évidemment, je ne vais pas forcément arrêter des choix tout de suite parce que je vais poser déjà les problèmes, voir un petit peu les options. Ensuite, dans une série de petites vidéos plus ou moins longues, j'essaierai de faire des expériences. Là encore, pour tester si certaines stacks sont prometteuses ou me satisfont, parce qu'évidemment, je le rappelle, je suis sur un projet qui est quand même globalement personnel, aussi bien au niveau du codage, je suis tout seul à bosser sur le coup, même si je vais utiliser évidemment des frameworks, donc je ne suis pas tout seul quelque part, mais je suis aussi en train de créer un outil que je serai sans doute le seul à utiliser, du moins de manière massive. Peut-être que de temps en temps, certaines personnes pourraient être amenées à accéder à certains modules, mais c'est vraiment pas l'idée. Donc, j'ai envie aussi de me faire plaisir en construisant cet outil, d'où peut-être certains choix qui ne seront pas ceux que d'autres choisiront, bien entendu, mais bon, les critères de choix sont assez simples, c'est moi qui choisis, même si je suis ouvert dans l'espace commentaire d'ailleurs à toute suggestion, parce qu'après tout, je n'ai pas la connaissance ultime, même si je vais essayer de rester dans mon domaine de compétences, je suis ouvert à évidemment un certain nombre de choses. Donc quand on parle de stack d'une manière générale, on aborde principalement ou on évoque plutôt deux aspects qui sont le front et le back. J'ai un petit peu détaillé parce que dans mon cas, je vais avoir à gérer le choix de l'hébergeur qui va être évidemment plus ou moins déjà arrêté, comme je le disais, mais on va en reparler un petit peu, et le choix de la base de données qui est aussi un critère assez important puisque puisqu'on a de nombreuses possibilités en 2021 et suivantes. Enfin, je pense que ça va continuer, voire même ça va se multiplier, mais bon, euh, on va quand même raisonner 2021 et moyen terme plutôt qu'en terme, mais là je digresse déjà. Euh, donc on va choisir effectivement, alors là pour le coup je suis quasiment déjà arrêté, mais peu importe, et ensuite on va également réfléchir, parler, discuter un peu des outils que je vais utiliser pour ça. Sachant que pour les outils, c'est peut-être ce qui va aller le plus vite, puisque vous le voyez déjà, mon environnement de travail, pour ceux qui connaissent, c'est surtout du Visual Studio Code, qui est mon petit éditeur chouchou, et qui en cela est une révolution par rapport au projet intranet, qui a été surtout fait avec NetBeans, que j'utilise toujours et que j'aime bien d'une manière générale quand je travaille sur du PHP principalement. Par contre, curieusement, quand je travaille sur autre chose que du PHP, je n'ai plus trop l'habitude d'utiliser NetBeans. Euh, il y a quelques vidéos sur NetBeans dans ma chaîne qui datent un petit peu d'ailleurs. Mais bref, je suis comme beaucoup de développeurs. J'ai utilisé beaucoup d'outils au fur et à mesure. Et actuellement, je suis arrêté sur Visual Studio Code. J'ai abandonné, pas totalement, mais Atom ou Sublime Text. Celui-là, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai abandonné parce que voilà, je suis tombé dans Atom assez vite et je suis tombé dans Visual Studio Code que je trouve évidemment très, très satisfaisant sur plein d'options, notamment avec le fait qu'il ait un terminal d'intégrer et évidemment la ligne de commande est indispensable dans beaucoup de projets modernes, bien sûr, pour compiler des choses en Node.js, faire tourner des serveurs en local, etc. Donc ça, pour le coup, ceux-là sont déjà choisis. Il y aura sans doute d'autres outils qui se grefferont au fur et à mesure dessus, mais bon. Au choix de l'hébergeur, alors évidemment, il y aura plusieurs phases dans le projet. Il est actuellement chez OVH. Et comme je le disais en intro, il est possible que il reste en partie sur OVH pendant un certain temps, parce que je ne vais pas forcément tout faire d'un coup, et il faut qu'on continue à fonctionner évidemment. Donc on va conserver des choses sur OVH. Euh, Ça, à la limite, ça n'a que peu d'importance, mais OVH est, en ce qui concerne l'offre d'hébergement que j'ai, c'est surtout du PHP, voire exclusivement du PHP.
crois qu'on peut faire tourner du Python, mais j'ai jamais vraiment creusé la chose, et pas forcément de manière très moderne, on va dire ça. Donc je vais plutôt m'orienter vers O2 Switch, qui est un hébergeur intéressant puisqu'il permet de faire PHP, Python, MySQL, et il a une offre qui n'est pas inintéressante, qui est une offre unique, tout illimité en termes de stockage, en termes de flux, en termes de base de données, etc. Ce qui est plutôt intéressant comme concept, bien sûr, on n'a pas d'histoire de quotas. Donc, même si les quotas OVH sont globalement larges, et on peut faire tourner un projet comme le mien, puisqu'il n'est quand même pas non plus monstrueux en termes de poids, ni d'utilisation, puisque je suis le seul utilisateur. Et puis c'est surtout du code, il n'y a pas relativement peu d'images, à part la partie diffusion des cours, mais qui elle viendra sans doute dans un deuxième temps, même s'il faudra peut-être envisager qu'elle arrive assez vite. Je suis moins inquiet pour cet aspect, comme je le disais en intro, entre autres parce qu'elle a été faite un peu plus récemment, donc elle peut encore tourner pas mal. Je pense que de la transférer sur O2 Switch sera sans doute, on va dire, assez fluide. Voilà. Il est évident que à l'arrivée, il est important que tout soit chez le même, bien sûr, puisque ça simplifiera quand même la communication entre les éléments. Je n'exclus pas, alors bien entendu, je n'exclus pas avoir même cet impératif. J'installerai au départ en local, bien entendu, les choses. C'est-à-dire que je ferai tourner sur mon ordi perso, peut-être sur celui d'à côté, je ne sais pas exactement, mais hors hébergement, pour gagner du temps un petit peu et puis pouvoir faire un peu des jeux. Euh, Entre autres des jeux sans protection, sous-entendu sans forcément mettre en place des sécurités dans un premier temps, même si ça fait évidemment partie des choses à mettre en œuvre assez vite, bien sûr. Donc, faut que j'arrête de me dandiner sur ma chaise, mais voilà. Donc local, et puis je n'exclus pas, comme je l'évoquais, d'utiliser des services externes, même si a priori, donc, du genre Airtable, Firebase ou autre, même si a priori, disais-je, je n'en ai pas forcément un usage direct, mais ça peut être des passerelles intéressantes pour pouvoir après partager vers d'autres, notamment Airtable, Firebase, je pense aussi à Google Sheet, là encore, parce que travaillant avec des écoles qui utilisent tantôt l'un, tantôt l'autre, et peut-être aussi Excel en ligne, je ne sais plus comment ils l'appellent, Excel 360, 365, 380, j'en sais rien, enfin peu importe. Euh, c'est les trois petits points qui sont ici. Mais de pouvoir justement me dire, tiens, j'ai mon calendrier, je veux donner mes dates de disponibilité, mais sans forcément donner trop d'informations. Je créerai une Google Sheet, ou un Airtable, où il y a juste les cases qui sont cochées, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Les gens n'ont pas forcément besoin de le savoir. Donc je peux peut-être me servir de ça et puis bon, communiquer, enfin bref. Donc ça c'est un peu anecdotique dans le circuit, mais ça peut être intéressant de l'envisager dans un moment donné, à un moment donné. En termes de base de données, alors sans trop hésiter, MySQL, entre autres parce qu'il est déjà en place, et que dans un premier temps ça risque d'être un peu délicat de se dire bon on pète tout aussi à cet endroit-là, et on passe sur du PostgreSQL ou on passe sur du MongoDB ou autre, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Euh, L'environnement SQL, une MySQL a fortiori est plutôt correct. Je ne suis pas dans un besoin monstrueux de, de performance, là encore, parce que tout seul sur mon projet à utiliser tout seul sur mon projet, euh, passer par du SQL, du MySQL est plutôt intéressant, d'autant que j'envisage de faire un usage abusif, enfin intensif en tout cas, des vues, enfin des tables bien sûr, et des vues, ce que je fais déjà d'ailleurs dans la version actuelle, c'est-à-dire des vues, notamment pour, enfin j'envisage assez bien des vues, c'est-à-dire des selects sur plusieurs tables qui se créent dans une vue, et j'interroge la vue pour créer des tableaux de données, et qui font ensuite appel à des tables pour différents formulaires ou des choses comme ça. Bon, c'est un truc que j'utilise assez couramment, qui a fait ses preuves, et autant rester là-dedans. Pas impossible non plus
que j'utilise du SQLite, c'est-à-dire des petits fichiers indépendants qui stockent des données, enfin, donc en SQL, mais en SQLite. Notamment parce que je me sers pas mal de ce fichier sur des tâches sur la machine locale, euh, notamment pour analyser des fichiers que j'ai en stock. Enfin, je suis assez adepte des fichiers Markdown, c'est-à-dire celui que je suis en train de saisir là, les points MD, et j'en ai un peu partout. Et j'étais plus ou moins en train de créer aussi un outil qui me récupère tous les fichiers Markdown qui traînent sur ma machine locale pour en faire une base de données SQLite. Et ça peut être intéressant que ce fichier SQLite soit du coup expédié sur le serveur et donc intégré dans le flux, permettant déjà de faire des sauvegardes d'une part, et ensuite de pouvoir les consulter, faire des recherches croisées, etc. Donc c'est un module qui fait partie des ajouts, mais qui me paraît indispensable, en liaison ou pas avec des fichiers Markdown, voire dans certains cas des fichiers JSON ou des CSV, parce que je manipule aussi pas mal ce genre de fichiers, faisant sur mon site datas.fun pas mal d'analyse de données, de cours d'analyse de données. Je vais en faire, j'ai quelques trucs de prévus d'introduction à la data science l'année prochaine. Euh, et donc je manipule pas mal ce genre de fichiers. Et ça peut être bien aussi d'intégrer une partie d'entre eux en tant que alors, base de données entre guillemets, puisque ce sont des fichiers plats, mais qui peuvent stocker des données quand même, donc ça peut être évidemment intéressant, plus évidemment les services, bon, mais ça reste anecdotique là encore. Je pense que, tiens, si je fais des trucs comme ça, ce serait pas mal. On va le faire à la version propre. Ça, alors celui-ci, on va peut-être pas le valider, ça on va le valider, ça on va le valider par la force des choses. On va surtout valider cela. Voilà, on va faire ça comme ça. Puisque je sais qu'il y en a qui sont d'ores et déjà valides, d'autres qui le seront peut-être par la suite, on va dire. Alors côté bac, alors c'est là côté bac, évidemment que par la force des choses, il y aura du PHP. Là encore, parce qu'il y a déjà du PHP et qu'il est indispensable de conserver l'existant au moins un certain temps, et que pour différentes raisons, et notamment parce que hop, ici, je n'ai que deux mains, je ne pourrais pas coder, j'ai un peu de temps, mais je n'ai que deux mains, une cervelle bien faite, certes, mais je ne vais pas forcément refaire la refonte totale de 20 ans de travail en un mois, restons raisonnables, donc le PHP va rester fonctionnel, du moins dans ses parties les plus modernes, celles que je n'attaquerai pas dans un premier temps en tout cas, que je continuerai de faire évoluer doucement par la suite peut-être, mais elles sont plus récentes, on a le temps de voir venir. Euh, par contre, euh, Par contre, ce que je vais, alors là pour le coup, et ça fait partie des points importants, c'est de passer par des REST API bah, pour communiquer avec la partie front. Je vais essayer de découpler un peu les deux. Là encore, pour plutôt raisonner sur des flux de données qui circulent entre le back et le front. Les outils front, et notamment, je peux le mettre tout de suite, Vue.js, parce que, comme je le disais, j'aime Vue.js. Enfin, j'aime, je le trouve plutôt efficace, plutôt adapté à cette situation, et accessoirement, je le maîtrise plutôt correctement. Je l'enseigne aussi, et du coup je suis à fond dedans, et je trouve que c'est une bonne solution, un peu plus souple à mon sens que React, voilà, un peu plus mon truc quoi. Bon, fait partie des choix, discutables sans doute, mais je pense que je vais partir sur du Vue.js. À partir du moment où on est sur, alors, même ça aurait été du React, le raisonnement aurait été à peu près le même, communiquer avec les REST API pour interroger des données et faire de la lecture, de l'écriture, etc. C'est un flux qui marche plutôt pas mal. Euh, Osons le mot de microservice, même si c'est sans doute un peu limité à ça, mais bon. Donc du coup, d'ailleurs en front, alors j'envisage, ben là c'est pareil, en V2, V3, peut-être une version mobile, mais là pour le coup je me projette sur du long terme. Euh,
mais ça fait partie des trucs qui me manquent quelque part, c'est de pouvoir avoir une appli mobile, je lance et puis je consulte mon tableau de bord, les cours du jour, de la semaine, etc. S'ils sont couplés à une REST API, ça devient plus facile, même si ça l'était. Je n'ai pas parlé de ça, mais tout n'est pas responsive dans la version actuelle. Il y a des trucs qui sont vraiment une horreur, sur un mobile en tout cas. Mais bon, on s'en sort hein, toujours sur le truc. Mais peut-être qu'une version mobile, alors là encore en V2, on envisage déjà la V2 de la refonte. Soyons, on va mettre un truc comme ça, même si c'est pas très précis, mais il y aura sans doute une version mobile via un Flutter peut-être, ou un Kotlin, peut-être plutôt Flutter d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore à mettre de côté. Je me fais la liste comme ça pour les trucs à mettre en œuvre. Donc à partir de là, REST API s'impose dans le raisonnement, mais du coup j'hésite beaucoup sur déjà le langage, puisque on a le choix entre Python et Node.js. Euh, J'exclus PHP là-dessus parce que bon, monter des REST API avec PHP, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas forcément ce que j'opterais, ce vers quoi j'opterais, pardon. Entre autres parce que ça me paraît pas être le plus adapté, hein, tout bêtement. Mais alors, du coup, entre Python et Node, j'avoue que mon cœur balance encore. Ce sont des univers qui sont très, très bougeants, on va dire. Quand on fait un peu de veille, on s'aperçoit qu'il y a un combat évidemment entre ces deux langages pour faire des REST API. Si on est sur du Python, ben oui, Django REST Framework, qui était plutôt pas mal, qui permet de faire un truc qui est bien sécurisé. J'avoue que j'avais trouvé ça plutôt sympa. Des choses genre Flask ou Fast API. Donc là, pour le coup, faut que j'en trouve un qui soit évidemment, si je passe sur du Python, j'aime bien Python aussi, donc si je fais beaucoup de JavaScript sur la partie front, faire du Python sur la partie back me paraît pas absurde, mais enfin, dans la logique, on se fait plaisir. Après, il y a la logique, est-ce que c'est un choix pertinent de mélanger sur deux langages, de découpler sur deux langages? Dans une certaine mesure, de toute façon, on en aura trois, puisqu'on aura PHP, mettre en majuscule, il n'y a pas de raison. On en aura trois. Euh, En Node.js, bah, on a le choix, du coup, si je prends les grands du truc, de passer par Express, que sans doute un truc bien réputé aussi. On a alors Adonis JS, que j'ai aperçu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, dans un article d'ailleurs, je ne sais plus, je ne connaissais pas, donc il a l'air assez intéressant. On a Nest.js. J'ai vu passer pas mal de trucs sur Fastify. Euh, Sans doute plein d'autres aussi, alors qui ont tous des critiques, qui sont tous appréciés, dépréciés, descendus par les uns, encensés par les autres, etc. Là encore, ça nous fait 4, 5, 6, 7 solutions possibles. Euh, Passer par un truc genre Flask ou Express, c'est-à-dire relativement basique, me paraît peut-être plus pertinent que de passer par des trucs un peu plus lourdingues, même s'ils ont des avantages bien sûr. Le fait de créer des interfaces d'administration dans la foulée, par exemple, est un plus intéressant, mais en même temps, dans mon cas, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne sais pas. Donc là, pour le coup, je pense que je mettrai dans un premier temps soit Flask, soit Express. Sachant que dans tous les cas, l'impératif REST API, c'est évidemment de pouvoir faire facilement des requêtes, get, post, put, delete, etc. Enfin, oui, c'est tout. Patch peut-être. Patch, put, les trucs classiques. Mais ça,
ils le font tous, donc pas de souci. Évidemment, gérer des sécurités avec du authentification. Autant la partie PHP était, elle, avec une sécurité Apache plus donc un htaccess protégeant l'accès au fichier. Et puis, évidemment, login pass. Donc ça, c'est, on va dire, la sécurisation Apache htaccess, access et plus un login et un password, même si je suis tout seul, mais il n'empêche que bah voilà, on a construit ça, enfin, j'ai construit ça ici. Si on passe par des REST API, bah, authentification, clés d'authentification diverses et variées, bon, relativement classique, mais indispensable à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le côté back? Passage sur évidemment un ORM pour la base de données, mais ça ils le font tous. Peut-être essayer ceux-là, voir ceux que je ne connais pas trop ou un peu moins, voir si j'arrive à m'en sortir, parce que quand même l'idée étant de pouvoir, là encore, j'en avais parlé de créer des générateurs, je raisonne en même temps que je tourne, mais de passer par des générateurs et donc d'essayer de se dire, j'ai envie de créer une nouvelle table, dont la table des étudiants, pourquoi pas. Je définis la structure de ma table et je génère automatiquement tout ce qu'il faut pour mes routes et mes actions, mon ORM, enfin tout ça, de manière à ce que ce soit le plus automatisé possible. Il faut donc que l'outil que j'utilise permette cette automatisation en ayant donc des fichiers qui sont indépendants. Donc là encore, un fichier par table, que ce soit pour la route ou pour l'ORM ou pour les routes, l'ORM. Alors, je sais que Adonis de mémoire permet de faire des groupements de routes, qui est une fonction plutôt intéressante, qui permet de créer en fait des trucs par bloc. Plutôt intéressant. Je ferai peut-être quelques essais. En même temps, la partie REST API, elle est relativement basique puisque à part faire la passerelle vers la base de données et donc de gérer des trucs assez simples, il n'y a pas grand chose à faire dedans et c'est plus facilement interchangeable bien sûr. Bon, c'est on va dire une réflexion à avoir. Faut que je me décide en fait. Euh, Tant que ça gère ces aspects-là et qu'on ait la modularité, plutôt modularité, qui aura très certainement, alors si je raisonne sur du Flask par exemple, on a un fichier app qui va inclure des fichiers externes pour les routes et les machins. Ouais, on va voir, on va en mettre ça de côté. Mais effectivement, le choix du langage de base et du framework associé, plutôt pas mal. C'est la base. Après, il faut que je fasse 2-3 essais là encore. Donc il y a peut-être aussi des solutions en PHP après tout. Euh, Pas forcément exclure d'ailleurs. Mais j'avoue que je connais moins le marché des outils pour créer des REST API. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle n'ont pas été mis à jour depuis 4 ans. Bon, si vous avez des idées de qu'est-ce qui permettrait de faire des REST API en PHP de manière légère et non pas un gros framework, parce que j'ai pas envie de me mettre dans du Cake ou dans du Symfony que je maîtrise assez mal. Euh, je pense que ouais, je vais peut-être rester sur du soit Express, soit Flask, ou Fast API d'ailleurs, qui est encore à discuter. Bref. Alors côté front, ça se complique un peu. Ça se complique un peu parce que certes,
Je vais me mettre mobile à part, ça simplifiera la lisibilité. Parce que côté front, même si j'arrête Vue.js, se pose la question de passer par des bibliothèques de composants ou pas déjà. Donc soit on va dire à la main, sans doute avec un framework genre Bootstrap. Leur corps parce que je connais bien Bootstrap comme beaucoup et que les classes on les maîtrise plutôt pas mal à force de s'en servir. Bootstrap en version SaaS bien sûr. Pardon. En version SaaS. Et peut-être Bootstrap en version JavaScript, ce que je fais sur mon aspect préparation de cours, enfin diffusion de cours, espèce de clone de PowerPoint en mieux, enfin en plus adapté à mes besoins, ça marche plutôt pas mal. Est-ce que ça marche correctement si on le couple à Vue.js? Je ne suis pas sûr. Et à la limite de passer par un framework, UI pourrait être intéressant en se disant il y a quand même pas mal de choses sur le marché. euh, dont parmi les plus connus, si vous en avez Beautify, on a Ant, Ant, DV, Ant Design View, je pense. On a donc Prime View, Quasar, hein. Euh, ViewStick aussi, ViewStick, en même temps, Element Plus aussi, j'avais repéré, Element Plus. Alors sachant que partir sur Vue.js version 3 me paraît être indispensable pour un projet que je démarre maintenant. Et du coup se pose le problème de, comme la V3 de Vue est, on va dire, relativement récente, tous les frameworks UI ne sont pas encore adaptés, ou pas encore tout à fait compatibles, ou ça ne s'annonce pas comme tel. Il y a beaucoup de bêta encore à ce niveau-là, et du coup là je suis un petit peu embêté. J'ai commencé à faire 2-3 exemples, enfin, 2-3 essais sur Prime View et sur Quasar, que j'avoue trouve sympathique. L'un et l'autre d'ailleurs. Peut-être plus Prime View, même si le fait de devoir importer plein de trucs dans tous les sens est un petit peu lourdingue. Mais il est vrai que l'un comme l'autre ont quand même des gros atouts plutôt que de le faire à la main, où en faisant à la main, je risque de retomber dans mon travers de faire les choses salement. Alors que si on passe par un framework, un gros truc comme Quasar ou PrimeView, enfin surtout Quasar d'ailleurs je crois, on ne peut pas vraiment faire les choses salement, on est obligé de les faire proprement quelque part. Et, euh, et ça peut être intéressant de me forcer à rester justement au maximum dans quelque chose où j'en fais le moins possible, pour justement être sûr de partir dans une direction robuste, stable, et en même temps de partir sur un framework évidemment qui est éprouvé, qui ne soit pas juste un truc qui va disparaître dans quelques mois parce que personne ne s'en sert plus. Donc de rester quand même sur des trucs assez classiques, assez installés on va dire. Bon, par View Quasar, alors Beautify, ouais. Après, faut voir aussi si j'ai besoin d'un gros truc ou si j'ai besoin juste de petites choses à l'intérieur. Parce que si je raisonne un peu plus dans le détail, parce qu'après tout, c'est surtout ça qui est important. Avant de trouver des outils, il faut évidemment définir le besoin. Évidemment, j'en ai une vision pardon, dans ma tête qui est quand même assez très claire, mais on est sur un intranet, une interface d'administration de données basiques. On n'a pas des choses
extraordinaire. Il y a beaucoup de croisements de données, bien entendu, mais il n'y a rien de monstrueux non plus. Donc dans les fonctionnalités front, fonctionnalités, si on raisonne au niveau code, hein, bien sûr, on va avoir déjà une grille de mise en page, pouvoir mettre pardon, des colonnes, des lignes, etc. Bien sûr. J'ai besoin de quoi? Navigation, bien sûr. Navigation. Même si pendant longtemps, chaque module était en fait un truc indépendant et j'avais un bouton Home pour revenir à l'accueil et qui redirigeait vers tout, il n'empêche que de mettre des navigations, des sous-navigations, voire des menus, et surtout dans un système avec View derrière, c'est pas forcément absurde, au contraire. Donc ça peut être intéressant d'avoir des navigations intéressantes, enfin, unifiées. On va avoir besoin, alors pour le coup, de tableaux de données avec des boutons d'action, des boutons genre modifier, supprimer. J'ai besoin de quoi d'autre? Ce que je fais souvent, dupliquer. Encore parce que rien ne ressemble plus à un cours qu'un autre cours. Et notamment quand je remplis mon calendrier, autre point très important évidemment, calendrier, il m'arrive souvent de faire des sessions d'une semaine où je dois dupliquer la même séance 10 fois, c'est-à-dire matin, midi, matin, après-midi, etc. Et donc de pouvoir dupliquer des choses, les supprimer bien sûr, en rajouter, ça va sans dire. Parfois zoomer, je peux avoir besoin de zoomer. Ça c'est pour des données, c'est du CRUD évidemment, de pouvoir ajouter des données. Bon ça, cela va sans dire, mais autant faire le cahier des charges évidemment dans la foulée. Euh, Ce qui peut être intéressant et que j'ai vu, un avion qui passe, ce qui peut être intéressant que j'ai vu, euh, je vais attendre que l'avion passe, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais moi, c'est une des premières journées de beau temps de 2021, je trouve, donc j'ai ouvert les fenêtres un peu, ça fait du bien. Du coup, il fait chaud, mais enfin bon. En même temps, je suis en t-shirt, je crois que c'est la première fois que je suis en t-shirt depuis un moment, mais bon, un peu breton d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça me gêne pas, j'assume. Donc possibilité d'ajouter, modifier, supprimer, dupliquer les données. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme fonctionnalité? Si je vais dans- Alors j'ai sur des trucs intéressants, donc exporter Excel ou CSV, plutôt CSV d'ailleurs, pour rester dans générique. J'ai vu que c'est des fonctionnalités qui étaient assez intéressantes que des grands frameworks comme PrimeView ou Quasar font. C'est de charger un flux et de pouvoir notamment exporter et bien entendu paginer, voir, filtrer, intégrer des moteurs de recherche ou du moins des formulaires qui se permettent de se greffer sur ce qu'on a, et ça peut être un point évidemment intéressant qu'il faudrait que je mette en batterie de test. Alors, sachant que dans les tableaux, et donc on va même mettre listé, mais mélangeant du texte, parfois des images, parce que comme je donne des cours dans des écoles, mettre le logo de l'école permet de se repérer assez vite et ça me plaît pas mal. Je fonctionne aussi avec des couleurs. Chaque cours va avoir une couleur, ou chaque thématique de cours, ou si c'est un bachelor 3 dans telle école ou un master 2 dans une autre école, d'avoir une couleur pour chaque permet un peu mieux, un peu plus facilement s'y repérer bien sûr. Euh,
Au niveau donc, des tableaux de données, bien sûr, l'ajout, modifier, supprimer, en passant par des pop-up au maximum, c'est-à-dire des fenêtres qui s'ouvrent pour mettre les formulaires en place, et donc à faire le même formulaire en ajout et en modification, ce qui évite de créer deux fois le job, ce qui peut être pas mal. Ça, c'est des trucs qui sont assez classiques. Tous ne le font pas forcément, le fait d'avoir notamment ces trois éléments-là. Certains frameworks ne permettent que de définir des données qu'on va lister. Je sais que PrimeView avait pas mal de souplesse au niveau de la création des templates, donc peut-être que PrimeView peut être un choix à creuser un peu. J'avais éliminé celui-ci dans un premier temps, je sais plus pourquoi. J'y reviendrai. Alors en termes de calendrier, là pour le coup, j'ai des besoins très précis et je n'ai pas trouvé de calendrier qui corresponde à mes besoins. La plupart des calendriers savent évidemment lister les jours, les mois, parfois les années. Bon, ça va. Si on se dit qu'il nous faut en plus pouvoir saisir des éléments, des événements, donc des events, allez, on va mettre events, des events à l'intérieur, mais la plupart se contentent de mettre juste l'event, enfin le nom de l'événement, alors que moi dans mon calendrier j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. On est plus sur la gestion de planning que de calendrier au sens strict. Donc c'est plutôt une gestion d'emploi du temps, c'est plutôt une partie emploi du temps, euh, timetable, je crois. C'est plutôt voilà, emploi du temps. C'est-à-dire que pour chaque événement, donc chaque event, j'ai besoin d'avoir heure de début, heure de fin, nom du client, actuellement le nom du cours, parce que c'est principalement du cours. Ce que j'appelle dans mon vocabulaire le projet et la tranche, donc les noms, donc client, le nom ou le logo, enfin peu importe, du projet et de la tranche. Bref, des informations textuelles. J'aime bien aussi mettre un logo, là, le fameux logo, ou la couleur, enfin peu importe, couleur. A priori, c'est surtout là de ce que j'ai pu commencer à tester que se pose le problème des calendriers tout faits, où on a souvent la possibilité pour chaque événement d'avoir juste l'heure, l'heure de début et une ligne de texte, point. Alors que moi j'ai envie d'avoir un truc qui soit un peu plus formaté, on va dire. Ce qui me fait penser qu'il faudra que j'envisage peut-être quelques wireframes par endroit pour certaines choses, mais je vais rester très linéaire bien entendu, mais bref, donc les events, donc mono journée. J'ai pas besoin d'un calendrier qui permet d'avoir des événements qui s'étalent sur une semaine. Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je duplique l'événement sur plusieurs jours parce que tous les jours on a une heure de début, une heure de fin, un client, un projet, etc. Donc voilà. Pas de truc qui s'étale. Enfin, c'est à part éventuellement les jours fériés ou des trucs comme ça, mais ça, gestion jours fériés, vacances. Naviguer dans l'année, bien sûr, bon, ça c'est assez classique aussi. Le fait de pouvoir choisir son jour, son mois, son année, et de pouvoir accéder facilement à que j'aime bien dans ma version, c'est le fait de dire je clique sur aujourd'hui, je suis sur aujourd'hui, mais je peux aussi voir le mois suivant, le mois d'après, et puis j'ai des accès directs aux 5 ou 6 prochains mois, en plus de faire une navigation mois suivant, mois précédent. C'est surtout la gestion des mois qui m'intéresse, enfin par mois,
plus que par semaine ou par le détail de la journée. C'est pas des trucs qui me... S'ils sont dedans, je me servirais peut-être à force, mais a priori, j'en ai pas vraiment l'usage. Donc ça, c'est le calendrier. Euh, Côté responsive est tout à fait optionnel, même si ça mange pas de pain, la plupart le sont, hein, de toute manière. Euh, j'ai besoin donc de pouvoir ouvrir des pop-up. Je vais peut-être même le mettre en catégorie principale. Non. Oula, non. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il m'obéit pas? De pouvoir ouvrir des pop-up pour les formulaires, ce qui peut être pas mal. Même s'il y a quelques formulaires qui sont un peu complexes. Dans ce cas-là, ça peut être des composants individuels. Ça peut être intéressant. Mais les pop-up pour des petites fiches de saisie, pour pas mal de fiches de saisie passent par des pop-up, ça peut aller très bien. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est des éditeurs WYSIWYG. Là, éditeur WYSIWYG. Pour saisir des textes en HTML à l'intérieur de certaines zones de commentaires, de détails. Encore que pour cet aspect intranet, c'est pas forcément le plus important, mais ça m'est arrivé sur certaines, peut-être une notion de, alors ça s'appelle rajouter des fonctionnalités, mais pourquoi pas, d'urgence. Bon, enfin, ça c'est optionnel. Et pour chaque event aussi, oui, des boutons d'action. Parce que c'est pareil sur le calendrier ou sur la vue calendrier. Alors, rien ne s'oppose à ce que j'ai une vue calendrier et une vue tableau de mon agenda, mais d'avoir un accès direct vers des boutons. Si je recense dans les fonctionnalités que je vais regarder je regarde sur l'autre écran parce que j'ai un peu trop flouté de trucs sur la première version, sinon ça me fait passer beaucoup de temps à flouter. Mais oui, j'ai des boutons d'action, genre supr, modif, c'est classique, dupliquer également, zoomer, bon c'est les mêmes que tout à l'heure en fait, hein, modifier, supprimer, dupliquer, zoomer et supprimer, modifier, dupliquer et check. C'est-à-dire pouvoir facilement cocher pour dire que cette journée a bien été effectuée. Et donc je clique sur le bouton vert. Je ne l'ai pas fait pour les P3 du mobile de vendredi dernier. Donc de pouvoir facilement checker et ce qui du coup entraîne la validation de la séance pour la facturation, entre autres choses. Donc je veux tout ça sur mon calendrier pour chaque événement, un petit élément comme ça. Ça peut être intéressant, voire indispensable dans mon cas. Et là, je tombe dans des trucs, bah, peut-être que la gestion des calendriers se fera peut-être à la main. On peut peut-être trouver un truc qui soit un bon exercice de composants view, un calendrier, je fais ce que je veux avec, plutôt qu'un calendrier tout fait que je fais pas ce que je veux avec. Moi, je suis assez partisan de ça. Ce qui du coup bah, nous éloigne, si je le mets un peu à part, nous éloigne sans doute des trucs tout faits de toute manière. Et du coup ne reste de confirmation. Ouais, confirmation, êtes-vous sûr? Bon, ça peut être du JavaScript de base. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir comme truc à tester aussi dans la foulée? Je regarde sur cet autre écran-là. Ouais, pas une doc en anglais ou en français. Je sais que Ant est en chinois par défaut, mais la version anglaise a l'air bien faite aussi. Dans les fonctionnalités, je demande aussi qu'il ne soit pas trop, hop là, on va dire, même si ça ne veut pas dire grand chose, mais
pas trop intrusif. Je veux garder la main. Je veux garder la main. Je veux qu'il m'impose effectivement un cadre de développement, un framework au sens strict, mais tout en me permettant quand même de faire certaines variations. Et c'est un peu le problème des calendriers, c'est que beaucoup de calendriers sont très intrusifs de ce que j'ai pu tester et ne me conviennent pas. Donc bah, il va y avoir du développement de calendrier, ouais. Euh, Parce que bon, bah, j'aime bien faire ça aussi, hein, développer des nouveaux trucs. Donc ça va être effectivement les fonctionnalités importantes. Puis après tout le reste, ça n'est que de la manipulation de données. Je regarde sur les autres trucs. Donc le temps passé, gestion des clients, des contacts, des projets, des tranches. Bon, la facturation, ce sera pour la V2 de toute manière. Ça, c'est obsolète. Gestion des stagiaires, c'est que de la donnée. Upload d'image, oui, il faut pouvoir faire de l'upload d'image. Mettre en dessous. Mais ça, c'est pareil. Upload d'image. De fichiers en général d'ailleurs. Fichiers, ne pas exclure qu'on puisse uploader des fichiers PDF. En liaison avec certains éléments, ou des fichiers doc ou des fichiers trucs comme ça, bref. Gestion des examens, il n'y en a plus, il y aura peut-être des nouveaux modules, quoi que j'aurais dû y réfléchir pendant le confinement, mais là je dirais que c'est un peu tard peut-être, c'était tous les modules de passation d'examen, parce qu'évidemment ça c'est pareil, on a fait quelques trucs avec Google Forms, mais pour la plupart des examens, Google Forms ne me convient pas non plus. Je suis trop difficile finalement, je m'aperçois. Et je voulais développer un système de passation d'examen, mais j'ai pas eu le temps. Et bon, je pense qu'on va repartir sur des examens à l'ancienne, j'espère, à la rentrée. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre comme fonctionnalité? Voilà, donc ça me donne une checklist de choses qu'il faut que j'expérimente. Je sais que PrimeView n'intègre pas de typographie, mais il est tout à fait possible de rajouter évidemment des CSS à soi et donc de rester basique sur. De toute façon, j'ai pas besoin de typo compliqués. Tant que j'ai bah, des paragraphes, des H1, H2, H3 et des listes à puces, des tableaux, le reste ça va. Donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec un truc. En fait, j'ai pas besoin de trucs, des trucs extraordinaires. Euh, Finalement, même si quand on parcourt les docs de ces outils, on s'aperçoit qu'ils ont des centaines de composants, enfin peut-être pas des centaines, mais certains tournent avec une vingtaine, d'autres en proposent 60, d'autres un peu plus, un peu moins, mais pour certains, bah, ça ne sert pas à grand chose, même si ça peut rajouter une petite expérience utilisateur, après tout, pourquoi pas. Euh, on va pas se violenter là-dessus, mais ouais, faut que je fasse des essais en gros. Là encore, pour que je rentre dedans, que je me fasse un projet Beautify, un projet Ant, etc. Et puis que je vois un petit peu ce que ça donne. En fait, en fait, le plus long sera sans doute de raisonner alors, sur le volume, évidemment, j'ai quand même pas mal de modules à prendre en compte, donc il y a quand même du volume, etc. Euh, Ce qui peut être aussi important, c'est la migration, je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, donc de pouvoir récupérer évidemment les données du passé vers le futur en les convertissant. Je le note aussi parce que conversion, oula, conversion UTF-8 thématique, que je puisse enfin mettre des smileys, des emojis dans mes supports, parce que c'est pas géré pour l'instant.
Euh, il y a du vieux truc hein, quand même. Mais bon, donc conversion UTF-8, qu'il faut le faire au niveau de la base de données aussi, et des données également. Encore un avion. Laissez passer l'avion. Euh, alors donc ensuite, une fois donc migration, alors il y a aussi, puisque je vais faire des vidéos explicatives de certaines choses, que je puisse aussi fabriquer des fakes, c'est-à-dire un petit jeu de fausses données au bon format, mais avec des fausses données que je puisse jouer avec. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Il suffit que je prenne mes données locales, enfin que je prenne mes données et je les mette en local, et puis que je change deux, trois valeurs à l'intérieur. Ça, j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de truc, ou que je crée un circuit de données, on va appeler ça comme ça, spécifique, un jeu de test. Ah, alors c'est plus les avions, c'est la perceuse du voisin. Il n'y a pas trop de bruit, mais il en fait un petit peu quand même. J'ai du bol, c'est la bonne journée pour faire des vidéos. Fabriquer un jeu de test pour pouvoir après caler des mécanismes de base, genre une table qui liste des données, agir sur les données de cette table pour pouvoir modifier, supprimer, dupliquer, etc. Et une fois que cette table est au point, tant partie client que partie serveur, donc peut-être que je commencerai d'ailleurs par la partie serveur, de pouvoir ensuite automatiser migration et autres points d'ailleurs. On va faire ça, on va mettre mise au point. Donc un jeu de test avec des fausses données. Qui sera un petit peu le planning, mais je crois que je reprends un peu celui que j'avais fait sur la première vidéo, mais peu importe. Donc fabriquer un jeu de données de test. Ensuite, donc avec MySQL, sans doute pour se faire plaisir, un peu de Python, parce que voilà, ça fait j'aime bien longtemps que j'en ai pas fait. Ensuite, on va donc mettre au point REST API serveur, donc forcément. Ensuite, donc monter un projet Vue plus framework UI pour le faire le choix, pour choisir. Voilà. Tester plusieurs. Retenir un. Et ensuite réfléchir à l'automatisation sur donc générer les fichiers, les points view pour la partie front et donc les serveurs. Générer les fichiers view et générer les fichiers serveurs, route, etc. Une fois qu'on aura ça, donc tester plusieurs, retenir un. Donc les tester selon les points que j'ai recensés ici, bien sûr, et ensuite le tout en local, et d'automatiser la mise en place. Je pense que ça me paraît être une bonne approche pour la migration. Bon bah voilà, donc là j'ai ma checklist. Je suis pas tellement plus avancé, mais je pense qu'il faut que je parte sur de l'express quand même. Tester le serveur aussi. Tester le serveur. Je vais mettre ça ici. Donc, local. Et switch. Pour être sûr que ce que je fais en local fonctionne bien en distant et que j'ai pas de surprise au moment de la mise en ligne définitive.
voire dans l'absolu que je puisse travailler directement sur mon projet en me connectant au projet distant. Ça peut être intéressant. Ce qui veut dire aussi du coup dans la foulée mettre en place les noms de domaine. Donc en passant par des sous-domaines peut-être. Intranet point quelque chose et puis un API point quelque chose et un truc comme ça pour pouvoir faire en sorte que tout communique bien comme il faut et simplifier l'écriture des URL à rallonge, ça peut être pas mal. Voilà, donc là on a plutôt pas mal. Ouais, plus j'y pense, plus je me dis que de rester dans une stack Node me paraît logique. Même si j'aime bien Python, mais alors après il y a aussi vue en serveur. Vue en serveur, qu'est-ce que nous propose Vue serveur rendu côté serveur, est-ce que avec Nuxt donc sur la doc de Vue, ils nous disent, je vais pas creuser cet aspect-là, mais on a Nuxt, JS et Quasar Framework. Hmm. Mode de niveau construit par-dessus l'écosystème et qui fournit une expérience. Pas encore joué avec Nuxt, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup? De l'inclure. De l'inclure dans le jeu de test, voir si ça peut être intéressant de. Si ça couvre un peu mes besoins ou pas, à voir. Pour l'instant, je me suis contenté de Vue côté client, mais que Vue côté serveur pourrait avoir un sens si ça tient la route. Ouais. Bon, bah, je pense que je vais plutôt partir là-dessus quand même. Allez. Au moins pour le module principal, peut-être qu'après je rajouterai des composants Python pour certaines choses, mais ça ce serait plus pour la rigolade qu'autre chose. Sachant encore une fois que, pardon, de toute manière, tout ça c'est sur le même serveur côté back. Ça fait appel à la base de données, donc dans l'absolu, rien ne s'oppose, même si ça n'a qu'un sens relatif, mais que j'ai une REST API qui soit en Python et puis une autre qui soit en Node. Bon, dans le principe, c'est pas gênant, c'est un peu absurde, mais c'est possible. Ouais, c'est plutôt ça, c'est gênant, mais c'est possible. Donc bon, si j'ai envie de me faire plaisir en faisant une REST API Python, mais bon, ça c'est pas très logique. Donc je vais peut-être plutôt partir sur du Express. Euh, sauf si Next.js tient la route. Et cela peut être à voir. À voir. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre stack possible? On fera une pause. Besoin.
Ouais, ça me paraît effectivement avoir un sens que Express soit retenu. Euh, Vu que je n'ai à faire que du REST API, même Nuxt, je ne reste que sur du REST. Si je reste sur du REST, je reste sur du REST, donc un truc de base me paraît très bien. Je pense qu'Express fait très bien la chose. Euh, on met des tokens d'autorisation, de gestion, tout le reste de toute façon est géré par le système, donc oui, ça me paraît très bien. Quitte à, comme toute manière, j'ai du MySQL, bah, d'utiliser PHP pour certaines choses, ce que je fais aussi régulièrement. Donc ça va très très bien. Donc si j'ai... ensuite, on va avoir effectivement ce qu'on pourrait appeler une réflexion sur le routage, même si c'est un petit peu anticipé, ça peut être bien de le poser. Donc je vais avoir un truc HTTPS qui s'appellerait, mettons, intranet.rc comme Richard Carlier, c'est moi. Adresse qui ne sera pas celle-ci, mais peu importe. Donc ça, ce sera effectivement URL rôle. Donc ça, ce sera accueil. Ensuite, on va avoir un truc genre rest.intranet. Ce sera donc le point d'entrée API. Pour toutes les images, peut-être créer un truc genre CDN pour JS, CSS. Est-ce que ça a vraiment un sens vu que est-ce que j'utiliserai des choses externes? Non, en principe, Vue va tout builder, donc j'aurais sans doute pas besoin de ça. Pas forcément besoin. Pas forcément besoin. IMG, peut-être. Pour les images, par contre. C'est des images. Même si, oui, ça peut être intéressant d'avoir un accès spécifique, encore que le routeur, les points d'entrée auront une partie statique. Est-ce que ça peut être intéressant de les séparer? Pas sûr. Peut-être pour simplifier les URL, et encore, on s'en moque un peu, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire non plus. De le garder à tout hasard, mais voilà, qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Bah, rien d'autre. Une partie client et puis une partie serveur en fait, hein. Une partie client. Peut-être le côté effectivement quand même old. Ancienne version PHP qui devra rester évidemment accessible. Donc il faut quand même envisager qu'elle soit transférée sur le nouveau serveur. Ça peut être pas mal. Ok, bah, ça peut être pas mal. Ok, ok, ok. Bon, bah donc oui, il n'y a pas vraiment de grosse cuisine à faire. Il suffit d'avoir peut-être l'appli API plutôt. Ça, ce sera 3 lettres aussi. Donc évidemment, ce ne sera pas intranet.rc puisque voilà, je ne sais pas tout ce que ce sera, mais peu importe. Voilà, ce serait peut-être plus logique. Oui, je me prends la tête, hein, mais encore ne pas hésiter à passer de partir sur une nomenclature qui est un peu plus standard. À savoir ouais, API V0 ou V1 d'ailleurs, on va même partir sur une V1, ce qui permettra d'envisager une V2
par la suite éventuellement. Et au moins on a un hommage qui est peut-être un peu plus rigoureux. Ici, donc ce sera du local dans un premier temps de toute manière. Ouais, ça peut être pas mal ça. Après pour les images et l'ancienne version, je sais pas trop pour l'instant si ça a un intérêt de se poser la question pour l'instant. Mais voilà. Ok, bon bah là on a au moins, on voit à peu près où je vais. Ouais, ok. Bon bah donc on se retrouve dans une vidéo ultérieure. Peut-être tournée demain et mise en ligne dans la foulée à suivre de toute manière. Je commence à y voir un peu plus clair. Puis évidemment, je n'hésiterai pas à faire des petites vidéos complémentaires pour dégrossir l'avancement et ajuster si besoin le contenu de ce cahier des charges, appelons ça comme ça, que je redéroule à toutes fins utiles. Tac, 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 tac. Voilà, je me ferai une petite checklist et puis on attaquera par la suite en mettant des notes face aux différents frameworks. Ça peut être pas mal de faire ça. Ça peut être pas mal de faire ça. Bon, on va voir. Allez, on arrête cette vidéo, on enchaîne après sur la création de la suite et puis bah donc à suivre hein, du coup.